des esclaves jusqu'en 1960. Donc ce n'est pas une histoire ancienne. Les gens, quand vous allez dans ces régions, s'en souviennent, ils peuvent vous en parler. Nous avons des membres d'enfants dont les parents sont morts sur les chantiers du chemin de fer du Congo-Océan ou sur d'autres chantiers. C'est un sujet que les Français ignorent, mais que les Africains connaissent pour l'avoir subi. Donc c'est très important évidemment de parler de ces sujets, d'où la proposition de loi que j'ai évoquée avec Cécile Duflot. Alors, voyez, là c'est autre chose. J'ai parlé de l'esclavage, j'ai parlé des vols coloniaux, j'ai parlé du travail forcé dans les colonies. C'est des problèmes différents qui se sont passés dans des territoires différents, à des époques différentes, mais qui doivent être traités d'une manière sérieuse, objective, avec des connaissances historiques qui s'imposent. Et malheureusement, ces questions ont été souvent tout simplement occultées, pas simplement oubliées. Parce qu'il y a des bâtisseurs de mémoire, mais il y a aussi des bâtisseurs d'oubli. Il y a des gens qui font en sorte qu'on oublie tout cela. C'est pas parce que c'est vieux, d'abord c'est pas vieux. Et puis vous voyez, par exemple, il y a des gens pour qui Jeanne d'Arc c'était hier matin. Jeanne d'Arc c'est très vieux, mais pour des gens c'est très très récent. Moi je parle de quelque chose qui s'est terminé en 1960, on me dit c'est très vieux. Ben non, excusez-moi, le général de Gaulle, tout cela, voilà. Donc voilà un peu 3 problèmes historiques majeurs liés à des crimes contre l'humanité, donc des problèmes évidents, avec des solutions concrètes, possibles, techniquement, philosophiquement, et c'est cela que j'ai voulu porter à votre connaissance, sans entrer dans des débats théoriques, et on peut les avoir maintenant, on peut discuter, on peut argumenter, mais j'ai souhaité, par ces problèmes concrets, vous montrer la diversité des situations et la possibilité des solutions que l'on peut y apporter. Merci. Bien, il y a déjà des personnes qui veulent prendre la parole. Est-ce que vous avez des choses à écrire et à faire passer éventuellement? Ceux qui ont des petits papiers, Karima ou Liliana peut-être, pourront les ramasser. Et sinon, vas-y. Oui, moi j'ai une question. Par qui et comment vous attrapiez les gens pour les amener aux travaux forcés? Je suis étonné comment on attrapait ces gens-là. C'est l'armée, c'est la police? Comment on faisait? Oui, c'est exactement ça, c'est l'armée. Ce sont les armées coloniales qui étaient mandatées pour capturer les indigènes. Ils étaient capturés au lasso, au fusil, par tout moyen. Ils étaient ensuite transportés d'un lieu vers un autre, vers les chantiers. Et on mettait effectivement des campements, les camps, comme j'ai dit, les camps de travail, le long des chemins de fer. Par exemple, au fur et à mesure que les chemins de fer avançaient, les camps se déplaçaient de zone en zone. Je voudrais te poser une question aussi, parce que tu évoques, c'est la question française qui nous concerne aujourd'hui, mais concernant les musées anglais, on a exactement eu la même polémique il y a quelques années, et justement la réponse n'a pas été claire non plus de l'autre côté de la Manche. Oui, tous les problèmes que j'ai évoqués sont effectivement des problèmes liés à tous les pays qui ont colonisé. Je me suis concentré sur la France, bien sûr, mais en effet, le même problème s'est posé en Angleterre, c'est vrai, mais aussi en Allemagne. Tervuren en Belgique, c'est la même histoire. Donc c'est tout à fait semblable. D'ailleurs, la démarche du Bénin est tout à fait originale. C'est la première fois qu'il y a un pays qui demande la restitution de l'ensemble de son patrimoine. Parfois, il y a eu des débats sur 1 ou 2 objets. Avec l'Angleterre, c'était souvent la question des bronzes du Nigeria. On dit bronze du Bénin, mais c'est le royaume du Bénin qui est en fait le Nigeria. C'est pas le même problème. Donc oui, le Nigeria a demandé de la restitution de certains objets. On a vu des problèmes semblables avec la Corée du Sud ou avec la Chine. Il y a l'Égypte qui demande beaucoup. Voilà. L'Algérie a récupéré quelques objets il n'y a pas si longtemps. Il y a aussi la question des dépouilles humaines, évidemment, qui n'est pas pareil, que c'est des objets, mais qui n'est pas sans rapport. La France a rendu un certain nombre de dépouilles humaines à la Nouvelle-Zélande, les têtes maoris. Elle a rendu un certain nombre de dépouilles à la Nouvelle-Calédonie récemment, mais c'est pour éviter qu'il y ait un vote défavorable bientôt. Donc voilà. Donc oui, ce sont des problèmes internationaux, en effet. Et je le dis, vous avez raison de le souligner sur la question des musées, c'est vrai aussi sur le travail forcé. J'ai parlé du Congo-Brazzaville, en l'occurrence, j'aurais pu parler du Congo-Kinshasa, où là c'est encore plus violent. Pendant les quelques décennies où Léopold a été roi des Belges, vous savez qu'il était propriétaire du Congo.
c'est-à-dire ce petit pays, la Belgique, qui colonisait le Congo, qui est plus grand presque comme l'Europe en fait, et c'est Léopold qui était propriétaire, c'était pas la Belgique, c'était Léopold qui était le propriétaire du Congo. Eh bien, en quelques décennies, en 20-30 ans à peine, il y a eu, selon les historiens, entre 6 et 10 millions de morts dans le cadre du travail forcé. Donc dans les plantations d'EVA, notamment pour le caoutchouc. Après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, pardon, on a eu besoin de construire beaucoup de voitures, les pneus, etc. Bon voilà, tout ce que Tintin au Congo n'a pas vu. Car Tintin au Congo est au Congo, il est reporter, il est journaliste, et il ne voit rien, apparemment. Voilà. La seule chose qu'il a vue, c'est des petits Africains qui vouent un culte à Tintin et à Milou. Vous voyez que sur la dernière image, on voit Milou sur une statue et les petits Africains qui sont en train d'adorer le grand maître Colo. Donc voilà ce que Tintin a vu. Il n'a pas vu le crime contre l'humanité. Il a vu des victimes adorant en fait les bourreaux. Mais en tout cas, oui, au Congo belge, en effet, le travail forcé existait, dans les colonies portugaises aussi, beaucoup. Donc ce sont des questions internationales, incontestablement. Oui, je voulais revenir sur la question de Haïti et vous allez me répondre si les remarques sont peut-être pas suffisamment récentes, mais j'avais lu qu'il n'y a aucune commémoration de plaque s'agissant des Haïtiens, sauf à Pontarlier, il paraît qu'il n'y en a qu'une seule, s'agissant de révolutionnaires qui a lutté contre l'esclavagisme. La première question. Deuxième, j'ai essayé d'aller très vite. Je suis psychologue de formation et je m'intéresse beaucoup au problème de l'intégration des populations africaines ou autres. Et pour qu'il y ait intégration, il faut reconnaître l'histoire comme vous le montrez. Parce que si jamais on ne reconnaît pas l'histoire des traumas qu'on a créés à l'égard de l'autre, que ce soit dans une famille ou dans un pays, si vous ne reconnaissez pas le trauma, eh bien, il y a une humiliation qui ne s'élabore pas et il y a un désir de vengeance plus ou moins insidieux ou manifeste. Donc, d'où la nécessité absolue de reconnaître l'histoire comme vous le remarquez, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau des actes néfastes qui ont été commis, etc. Dernier point aussi, c'était sur les soldats africains, etc. On n'a pas indemnisé les soldats africains après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'ils ont combattu et on a refusé de leur payer leur indemnité. Voilà, j'ai plein d'autres choses, mais je voulais être très bref. Voilà. Alors, Haïti, vous avez raison d'en parler. Il y a un buste à Bordeaux. Il y a une statue qui a été faite par Ousmane Sow au Havre, je crois. Donc, il y a un début de reconnaissance. Voilà, il y a dans le Var. Il y a de plus en plus. Voilà, vous avez évoqué cet exemple. Donc on commence à évoquer Haïti, c'est bien, mais c'est pas assez. Alors vous avez parlé à juste titre, bien sûr, de la cristallisation des pensions des anciens combattants. C'est vrai. Et l'exemple le plus frappant, et c'est aussi un autre procès, j'aurais pu l'évoquer, je me suis limité à 3 cas. Mais le premier problème de pension, et même pas de pension, en fait, de salaire des anciens combattants, c'est Tiaroy. Tiaroy est une petite ville pas loin de Dakar, au Sénégal. Et en 1944, les premiers tirailleurs africains, qui n'étaient pas seulement sénégalais, qui sont retournés à Dakar, à Tiaroy, eh bien, ils ont demandé à être payés. En 1944. Eh bien, on n'avait pas d'argent. Ils ont été massacrés. Officiellement, il y a eu une prise d'otage. Un général aurait été enlevé, et pour sauver le général, on aurait un peu réprimé, un peu fort. Il y aurait eu 30 morts. Armelle Mabon, qui est une historienne de l'Université de Bretagne, a démontré, 1, qu'il n'y a jamais eu de prise d'otage, 2, qu'il n'y a pas 30 morts, mais 300 disparus, et 3, que les tombes, les fosses plutôt, où ces gens ont été enterrés, ont été creusées la veille de la soi-disant prise d'otage. C'est un exemple emblématique de ce que vous avez dit. Non seulement il y a des gens qui n'ont pas été payés, mais des gens qui avaient payé le prix du sang pour la France, qui avaient été emprisonnés en Allemagne, eh bien, on les a remerciés de la façon que j'ai dite. Alors, pour faire le lien avec la question que vous avez évoquée, les conséquences de l'humiliation, j'évoquerai ici la conversation que j'avais tout à l'heure avec Liliana dans le train. Nous avons fait route ensemble dans le train, c'était très agréable, et j'évoquais l'histoire. Oni qui soit. Oni qui soit qui m'y pense. Et
nous avons discuté d'une collègue à moi, prof d'histoire, qui, après la seconde intifada, avait constaté des attitudes violentes et inacceptables de ses élèves après le cours sur la Shoah. Des élèves qui disaient « mais c'est de la publicité pour Ariel Sharon, c'est du sionisme, on ne veut pas parler de la Shoah, on s'en fiche », et des choses plus violentes que ça encore. Non seulement le chapitre était impossible à enseigner, mais tous les chapitres suivants jusqu'à la fin de l'année ont été chahutés, pour ne pas dire plus. Eh bien, ça a été comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et à la fin, elle s'est dit, je ne peux pas continuer. Et donc, elle s'est dit, ce sont, je le vois bien, des élèves d'origine étrangère qui sont dans cette attitude d'hostilité. Et finalement, l'histoire de la colonisation, qui est leur histoire, elle n'est pas tellement enseignée. Elle arrive à la fin du chapitre de 4e, et en fait, on ne le fait jamais parce que c'est le bout de l'année. Eh bien, la fin du chapitre de 4e, je vais la faire au début de l'année de 3e. Donc, elle a fait son chapitre, son programme l'année d'après. Elle a enseigné la colonisation, ensuite la fin du 19e siècle, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale, l'époque contemporaine, et elle me dit, non seulement les élèves n'ont pas chahuté le cours sur la Shoah, mais dès la première séance, les élèves ne demandaient pas mieux que de participer, que de faire des exposés. Ils s'impliquaient, ils en redemandaient. Le chapitre sur la Shoah s'est très bien passé jusqu'à la fin de l'année, et elle me dit, ces élèves qui étaient effectivement anti-France, anti-école, anti-juif, anti-système, anti-tout, sont devenus des élèves acteurs, citoyens, impliqués. Et ils ne sont pas devenus tous historiens, mais ils sont devenus tous, effectivement, citoyens. Et elle s'est dit, au fond, c'était au-delà de mes espérances. Parce que c'est un peu ce qu'elle espérait, mais c'était vraiment magnifique. Et je lui ai dit, mais en fait, ces élèves, ils ont reçu une réparation. Oui. C'est ça la réparation éducative. Et c'est ça qui est la à réparation élaborer les psychologique. traumas et à s'intégrer et à calmer la violence. Mais exactement. Souvent, les gens croient que quand on on parle... est dans un déni d'histoire. Exactement. C'est ce que réclame la droite ou même le Parti socialiste à degré moindre. Exactement. Les gens croient souvent que si on parle de ces questions, on met de l'huile sur le feu. Mais l'huile et le feu sont déjà là, parce qu'on n'en parle pas. Ouais. Alors que quand on en parle, au contraire, les gens sont On apaisés. élabore le trauma. Ils se disent, je suis inclus dans On le est programme reconnu. d'histoire, on parle de moi, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas des autres. Chacun à sa place. Eh bien, c'est comme ça. Et je trouve que cette école, cette classe qu'elle a organisée, est le laboratoire de ce qu'il faudrait faire dans toutes les classes et dans toute la société française. Tout à fait d'accord. Alors, il y a des gens qui ont posé... Alors, il y avait une question là, et avant... non, là-bas. Pour prendre plusieurs. Mais il y a des gens qui ont rempli Ah oui, papier. je prends des Donc, notes alors. Il faut quand même... Alors, on va prendre une personne qui avait... Et après, on reprendra après le petit papier, d'accord? On faut en prendre plusieurs. 3 ou 4 Oui, bien pour sûr. le manière globale. Donc, allez. Ok. Donc du coup, en fait, l'esclavage, c'est quand même l'oppression de l'homme par l'homme. D'accord. Ça, en fait, on le retrouve encore à l'heure actuelle. Maintenant, il faut effectivement pardonner en tant qu'État français. L'État français doit justement réparer déjà certains trucs, comme vous parliez d'Haïti tout à l'heure, que j'avais noté avant que vous en parliez. Justement, à un moment donné, il faut pouvoir que l'État français prenne la part de dette qui lui en est impartie, déjà. Après, il y avait aussi sur l'Afrique, que vous avez mentionné également après. Est-ce que c'est pas aussi, le franc CFA n'est pas aussi un moyen d'oppression aussi des États, quoi? À un moment donné, quand on voit que l'État français assujettit les États ou l'économie des États par le franc CFA, à un moment donné, il va falloir réagir aussi par rapport à ça. Enfin, on peut demander la rétribution de choses pour se développer, mais si on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir développer des économies comme au Bénin, du coup, c'est un peu peine perdue, quoi. Après, sur l'assujettissement de l'homme par l'homme aussi, on peut revoir aussi, par exemple, Bolloré au Congo, quoi. Là, la France a aussi un grand rôle aussi là-dessus, quoi. Comment on peut laisser aussi des industriels français comme ça pouvoir assujettir toute une population comme ça. Ou par exemple, on a vu le déraillement du train là qui n'a ému personne. À part qu'on a eu un article dans un journal français, c'est totalement aberrant, alors qu'en fait, Bolloré est totalement responsable là-dessus. Et alors, je parle de Bolloré, mais on pourrait parler d'énormément de grandes sociétés françaises sur le territoire africain. Mais aussi, on peut voir aussi ça sur l'ensemble de la planète.
quand on voit qu'on nous force à porter du pétrole sur nos gueules, et qu'on nous demande à renouveler notre garde-robe tous les ans, est-ce que c'est pas l'assujettissement aussi de peuples à l'autre bout de la planète, quoi? Est-ce que l'esclavage aussi, c'est pas nous aussi, devant nos écrans de télé, à devoir cautionner aussi certains propos qui nous est demandé, quoi? Mais tout ça, en fait, est-ce que nous ne sommes pas aussi l'esclavage aussi de l'argent? Parce que qu'est-ce qui cautionne aussi tout ce mode de fonctionnement qu'est cette société? C'est l'argent, c'est l'argent en fait qui n'a aucun remords en fait. Et ça, en fait, il va falloir peut-être donner un petit peu d'humanisme aussi dans Excusez-moi, on entend. Je vous demanderai d'éviter de bavarder parce que d'une part ça gêne pour l'enregistrement et d'autre part on n'entend pas la personne qui. Est-ce que vous pouvez arriver à la fin de nos multiples questions très intéressantes? Et donc du coup, à ce moment-là, maintenant, quand on arrive là, c'est qu'avec le nouveau gouvernement qui arrive, l'industrie ou les structures socio-économiques du pays cherchent aussi à ce que on assujettisse les nouveaux étudiants aux besoins du marché. Et est-ce que c'est pas justement aussi une certaine forme d'esclavage en soi? D'accord. Donc c'est ouais, ça va. Beaucoup de questions. J'ai pris des notes. Mais vous avez été super vague aussi, donc du coup, il fallait que... Bien. Alors, une réaction ou on prend d'autres... on va passer quand même tout de suite au papier. Là. Alors, il y a deux questions et après on passe à... On va prendre 3 par 3, d'accord? Donc y a-t-il un lobby qui empêche la restitution? Entre parenthèses, conservateur. Et enfin, deuxième question sur papier, pourquoi la France ne fait-elle pas de copie des œuvres? J'ai demandé ça parce qu'aujourd'hui il y a des imprimantes 3D, on peut faire une copie, la mettre dans le musée et restituer l'original. Ça vous fait rire, mais moi je trouve que ça pourrait bien. Ça a déjà été mis sur le Alors, pour répondre à cette dernière question, sur le tapis. C'est plus ou moins ce à quoi pense la France en ce moment. Leur idée, c'est de dire on va faire des copies et on va les donner aux Béninois. Alors moi je leur dis, je suis tout à fait favorable aux copies, mais je pense exactement l'inverse. Surtout que ce sont des objets religieux pour beaucoup d'entre eux. Donc voilà, la copie n'est pas l'original, on le sait bien. Donc vous voyez, moi j'entendais bien que la copie reste ici. J'ai bien compris ce que vous disiez, je suis de votre avis. Le gouvernement français pense la même chose, mais à l'inverse. Et donc nous disons, ce n'est pas possible, c'est même tout à fait inacceptable. S'il vous plaît, un petit peu de silence pour écouter. Sur la question du lobby anti-restitution, oui, alors évidemment, chez les conservateurs de musées, il y a de tout. Il y a des gens qui sont favorables à la restitution et d'autres qui sont opposés, et qui ont l'impression qu'on leur arrache les yeux si on enlève des objets de leur musée, alors que les caves sont pleines et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ça finit quand même dramatique. Oui, d'ailleurs, il y avait une interview sur France Culture la semaine dernière d'un conservateur qui disait, mais vous voulez donc la disparition des musées en France? Voilà, c'était son argument, c'était ça. Et quand les conservateurs disent ça, je dis, ça veut dire que tous les musées sont fondés sur le vol? C'est un aveu. Donc évidemment, c'est une conception qui... Donc ces conservateurs, il y a de tout. Et en réalité, c'est pas tellement parce qu'on ne veut pas se séparer des objets, parce qu'encore une fois, à l'Élysée, on se fiche de ces objets. Je ne suis pas persuadé que tout le monde pleure tous les jours en disant « Ah, on va peut-être perdre la récade du roi Guézo ». Franchement, non. C'est sur une question de principe. Ça veut dire on devrait reconnaître devant la conscience universelle que nous avons été des voleurs hier et jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le problème d'hier, puisqu'il y a eu le vol et les massacres, mais il y a le recel. Le recel, c'est le crime d'aujourd'hui. Et donc, restituer, c'est reconnaître qu'on a eu tort hier et aujourd'hui. En même temps, refuser, c'est aussi ça, c'est même pire. Donc il y a une espèce de dilemme un peu idiot, et je crois qu'on ne peut s'en sortir que par le haut. À la limite, tant que les pays africains ne réclament rien,
On pouvait discrètement ignorer le problème, faire comme si tout allait bien. Mais à partir du moment où il y a un pays qui le demande de manière internationale, qui saisit les instances de l'UNESCO, etc., c'est pas possible. Nous avons même fait une tribune en disant